L'année dernière, à cette même cérémonie de vœux, j'avais dit que le contexte général en matière de sûreté nucléaire était préoccupant. Je considère aujourd'hui qu'il l'est moins. La première chose, on a eu à faire face à une anomalie technique qui porte sur l'excès de carbone dans un certain nombre de gros composants. Ça a été mis en évidence la première fois sur la cuve de l'EPR. Cette anomalie, dans son ensemble, en France, est aujourd'hui traitée. Nous avons pris position sur le devenir de la cuve de l'EPR, avec un renforcement des contrôles que nous prescrivions sur le long terme pour cette cuve, et surtout la décision prise de demander un changement de couvercle de la cuve avant 2024. Les contrôles ont été faits, les traitements ont été faits, et donc aujourd'hui je peux dire que cette question de l'anomalie des ségrégations carbone, excès de carbone dans les gros composants, est aujourd'hui derrière nous au plan français. Deuxième point, ce qu'on a appelé les irrégularités du Creusot. Donc, on rappelle que c'est à notre demande que ces difficultés-là ont été mises en évidence. C'est des difficultés qui portent pratiquement sur une cinquantaine d'années d'historique de fabrication du Creusot. Nous avons notamment demandé, ayant constaté de telles irrégularités, et je répète le mot potentielle falsification, que soit revu l'ensemble des dossiers de fabrication de l'usine de Creusot sur la longue durée. C'est, je crois, plus de 2 millions de pages qu'il faut relire individuellement. Ce travail est effectivement correctement mené actuellement par le Creusot lui-même, sous la surveillance d'Areva. Alors, excusez-moi, j'emploie les anciens termes, je bascule juste après dans un autre mode. Donc, Framatome, pour parler en nouveau franc. Par-dessus, il y a EDF qui regarde, et nous faisons notre travail, évidemment, dans ce genre d'occurrence. Nous faisons un certain nombre d'inspections pour vérifier que l'ensemble de ce processus de revue historique est bien mené. Dernier point qui me paraît positif, c'est que les réorganisations industrielles, EDF, Areva, et donc en version nouveau franc, ça donne Framatome et Orano, elles ont été menées à bien, y compris dans leur aspect recapitalisation qui est essentiel. Donc ça, c'est une étape importante qui est franchie. Nous serons attentifs à ce que ces nouvelles capacités techniques et financières arrivent bien aux bons endroits, en quantité et en nombre. On a quand même un certain nombre de points de vigilance. Premier point, dans le domaine médical. On a eu une petite dizaine d'incidents de niveau 2. Niveau 2, c'est potentiellement avec des impacts sur la santé des personnes concernées. Il y en a la moitié qui touchent des incidents en radiothérapie, donc traitement des cancers typiquement, où là, les principales personnes concernées, c'est les patients eux-mêmes. L'autre moitié des incidents de la dizaine d'incidents de niveau 2 que j'évoquais, c'est tout ce qui touche aux interventions radioguidées, qui se développent. C'est bon pour le patient, c'est bon pour tout le monde, enfin, qui ont donc vocation à se développer. Mais c'est des interventions médicales plus ou moins invasives qui sont faites en s'aidant d'une radio, en gros, pour se guider dans l'acte. Et là, les problèmes que l'on rencontre, c'est pour le personnel médical qui intervient, parce que parfois, il est amené à intervenir en faisant son geste médical sous radio, entre guillemets, et donc à prendre des doses. Et quand c'est pas bien maîtrisé, on obtient des doses qui sont tout à fait significatives. Dans le domaine des grosses installations, mon point central sera de dire que la plupart des grands exploitants, donc on parle essentiellement des grands exploitants, sont bien mobilisés sur la question de la prolongation, donc la question de travaux lourds, etc., qui sont plutôt des travaux hors normes. Et mon message, c'est qu'il faut garder une vigilance sur la sûreté d'exploitation au quotidien. Donc exploitation, pas travaux lourds, exploitation. Et notamment sur ce qu'on appelle la question du traitement des écarts, la manière dont avancent les choses. Au principal en matière de sûreté, c'est quand on analyse chaque écart que l'on rencontre et on les traite les uns après les autres. C'est comme ça que ça avance, la sûreté. Pour EDF, il y a un point plus spécifique qui tourne un peu autour de la même idée, c'est qu'il rencontre des difficultés persistantes en matière de gestion de la conformité des matériels. L'année passée, il y a eu quelques incidents de niveau 2, notamment sur le parc nucléaire. Ça renvoie à plusieurs aspects. Un des points importants, c'est notamment, par exemple, le cas de l'incident de Tricastin, les problèmes de digue. Ça peut être aussi le cas d'un des incidents rencontrés sur les diesels, générateurs électriques de secours en cas d'accident. On s'aperçoit que les systèmes n'ont pas été installés conformément, entre guillemets, au plan d'origine. Donc c'est un problème de conformité aux standards initiaux. Donc paralysé comme prévu et du coup problème. J'ai demandé à EDF de nous faire part d'une proposition de plan d'action dans la perspective d'en discuter à la fin de ce semestre. On peut être amené, nous, pour des raisons de sûreté, à arrêter une dizaine de réacteurs
Partant de là, il faut que le système électrique soit capable d'y faire face, et notamment que le réseau, la stabilité du réseau soit garantie ou au maximum assurée dans ce genre de situation. C'est un message à l'attention des décideurs en matière de politique énergétique, parce que la marche sur un réseau électrique, c'est pas moi qui l'a fait, hein. C'est RTE, c'est le gouvernement qui en décide, c'est les producteurs, c'est un équilibre d'ensemble. C'est pas notre sujet. Par contre, l'entrée, l'hypothèse de départ, arrêt d'une dizaine de réacteurs, ça, c'est issu ça relève de l'autorité de sûreté nucléaire. Sur les déchets qu'on appelle haute activité, moyenne activité, vie longue, c'est des déchets qui ont une nocivité pendant, ça se compte en centaines de milliers d'années. Ce que l'on dit, qui n'est pas d'ailleurs nouveau, c'est plutôt d'ailleurs un discours internationalement partagé, c'est que pour ce type d'objet, la solution de référence est un stockage géologique profond. Il y a d'autres possibilités qui existent. Un entreposage en ce qu'on appelle subsurface, c'est-à-dire juste sous la surface, mais pas en profondeur. Évidemment que c'est possible, il y en a même, ça existe déjà, ça se construit. Le seul problème, c'est que ces entreposages-là ne sont pas une réponse à 100 000 ans. Ils sont une possible réponse à 100 ans, mais pas une réponse à 100 000 ans. Tout simplement parce que ce type d'ouvrage en subsurface nécessite ce que j'appelle un contrôle humain et sociétal. Personne dans cette salle, en tout cas pas moi, est capable d'imaginer, de dire quoi que ce soit de sensé sur des horizons de temps de plusieurs centaines de milliers d'années. À la question, oui, mais dans les 100 ans, il peut se passer des choses en termes scientifiques, techniques, qui font qu'on aura d'autres solutions. C'est parfaitement vrai, c'est d'ailleurs dans la loi, et c'est pour cela que la loi a prévu que le stockage géologique profond doit être réversible pendant au moins une centaine d'années, et qu'on ne referme un tel stockage qu'après le vote d'une nouvelle loi au Parlement.